Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé Levon en compagnie d'André Villeneuve, qui est candidat à la mairie pour l'équipe Villeneuve à Lanoret. Donc, bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Ça va très bien, puis je veux saluer les téléspectateurs en passant. Oui, donc on va commencer avec une petite partie portrait du candidat. Donc, je vais vous poser quelques petites questions, puis ensuite on fera la partie plus politique. D'accord. Donc, on commence. Qui était André Villeneuve enfant? Oh là là, c'est une bonne question. J'étais plutôt du genre gêné. Hein? C'est difficile à imaginer parce qu'aujourd'hui, on devient quelqu'un de public à ce moment-là, évidemment. Mais bon, j'étais du genre gêné. J'étais un petit peu tannant, mais on me dit que je n'étais pas si pire. Je savais quand arrêter. Donc, à l'époque, écoutez, on était une grande famille. Nous, on était quand même 8 enfants. Alors, des parents extraordinaires, vraiment. Des fois, on se demande comment ils ont fait pour ne pas faire de dépression. Peut-être en ont-ils fait, ils ne nous l'ont pas dit, mais quand même. Donc, enfants très, très gâtés, une famille super joyeuse. Et puis, d'ailleurs, les liens sont toujours là. Tout le monde se parle encore très bien. C'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Primaire, encore là, on avait beaucoup de nature à l'époque. C'était très peu développé. On parle de quand même il y a 50 ans, ou j'ai 60 ans, donc ça fait un bon moment. Mais donc, je pense tannant, mais en même temps, sachant les limites, connaissant les limites. Et puis, on jouait dehors, c'était fou, là. C'était fou. On était toujours dehors, pratiquement, là, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, peu importe. Alors voilà, donc je pense un enfant curieux et toujours débordant d'énergie. Super. Qui est André Villeneuve aujourd'hui? Bien, je vous dirais que c'est un peu le même petit bonhomme, mais en plus grand. Et puis, il y avait quelqu'un qui disait que tout ce qui ne nous tue pas nous grandit, ou en tout cas, bref, je suis toujours vivant, toujours vivant. Mais qui est André Villeneuve aujourd'hui? Bien, quelqu'un qui aime travailler avec les gens. J'aime beaucoup travailler avec les gens. Pour moi, c'est un plaisir fou parce que les gens sont pleins d'idées, ils ont plein de projets, et de travailler justement avec eux pour réaliser leurs projets et en même temps aussi m'impliquer. Alors, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup dans la communauté et c'est ce côté-là, finalement, de proximité avec les gens que j'adore. OK. Super. On retourne un peu à l'enfance. Donc, oui. Pouvez-vous me raconter votre plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vous dirais que j'ai beaucoup aimé la période où nous étions au primaire et il y avait à l'époque des camps de jour, comme aujourd'hui. Okay. Alors, je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui apprécient le camp de jour, mais moi, j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. C'était vraiment bien. C'était un camp de jour et on allait donc ce qu'on appelait le centre des loisirs, parce que je suis natif de Lavaltrie, donc on allait au centre des loisirs. Et les gens qui s'occupaient de nous, c'était vraiment des animateurs incroyables dont j'ai un souvenir encore tout à fait là, indélébile, et des gens enthousiastes, passionnés. Écoutez, on avait des cours d'athlétisme, okay. On avait des cours de natation, on allait aussi, on faisait des sorties en autobus scolaire, on allait à certains endroits pour se baigner ou pour aller, comme un peu les scouts font aujourd'hui, on allait découvrir des lieux, je pense à Sainte-Béatrix. Ça a l'air près aujourd'hui quand on dit ça, mais à l'époque c'était loin. Et donc, je dirais que ce moment-là de ma vie, en tout cas, il a été extraordinaire parce qu'on a pu, avec ces animateurs-là, d'ailleurs, que je connais, qui sont encore, que je côtoie encore, certains animateurs que je côtoie encore. Et puis, vraiment, c'était des beaux moments. Super. Quel était votre premier emploi? Mon premier emploi, mon premier emploi, j'ai travaillé au tabac. Okay. À l'époque, il faut savoir que Lanaudière, c'est une région où il y avait beaucoup de tabac. En fait, le tabac a commencé ici dans Lanaudière des années 30, puis ça a été un peu le Klondike ici. Hein? Le tabac des années 30 jusqu'à, je dirais, fin 80, 90, 95 à peu près, où là, le gouvernement du Québec a racheté tous les permis, ou presque. Il y en a quelques-uns qui ont encore, je pense qu'il y en a un donc à Lavaltrie qui a encore son permis, mais les gens ont vendu, le gouvernement a racheté les permis, et les gens ont cessé de faire du tabac. Et donc, mon premier emploi, j'avais 13 ans. Puis là, quand je dis un emploi, disons, officiel, là, parce que c'est sûr qu'on a toujours tous travaillé aux fraises, on a tous coupé des gazons, puis bon, j'ai travaillé au dépanneur, on classait les bouteilles, bon, on aidait les clients avec le commande, etc. Mais vraiment, au tabac, c'était le premier emploi, je dirais, officiel. J'avais 13 ans, et à l'époque, la machinerie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on cueillait le tabac à la main, donc en marchant dans le fond du rang, là, en cassant le tabac, et on mettait ça dans une grosse boîte de bois qui était tirée par un vieux tracteur. Alors, c'était un emploi très difficile, mais c'était
autant pour Lanoraie, Lavaltrie, Joliette, la région de la Naudière, pour les jeunes, à l'époque, c'était un passage quasiment obligé. OK. La plupart ont tous travaillé au tabac. C'était très dur physiquement, mais en même temps, c'était très formateur. Parce que ça prenait ce travail d'équipe. On était 7 casseurs. Pourquoi 7? Probablement parce que c'était la largeur qu'on pouvait, avec le tracteur, donc cueillir. Puis, bon, ceux qui ont déjà travaillé au tabac savent de quoi je parle. Donc, c'est ça. Alors, c'est un travail d'équipe aussi parce que si on ne veut pas finir trop tard, puis si tout le monde travaille correctement, bien, on va finir à midi, midi et demi. On commence à 6h30 le matin. Okay. On finit à midi, midi et demi, 1h. Alors, si tout le monde travaille en équipe puis travaille bien, bien, ça nous permet d'être chez nous plus rapidement, puis de faire en sorte que le salaire qu'on obtient, bien, il se fait en 5-6 heures. Alors que si c'est pas travailler en équipe, j'ai déjà vu des journées durer 10 heures de temps, là, pour le même salaire. On n'était pas payé à l'heure. Donc, s'il y avait un montant qui était offert pour la journée, bien, pour le séchoir qu'il appelait, quand le séchoir était plein, on arrêtait la journée. Okay. Alors voilà, c'est probablement mon premier emploi. Mais j'ai déjà travaillé aussi à la même époque au dépanneur. Il y avait un dépanneur au coin. J'ai travaillé aussi, ceux qui connaissent un peu Lavaltrie, il y avait le restaurant Brisson. Okay. Qui était reconnu. Tu n'as pas connu ça? Non, restaurant Brisson. Et puis, c'est moi qui faisais les tables. Je travaillais donc le samedi soir, le dimanche, en plus de travailler au tabac et de travailler au dépanneur. Mon Dieu. C'était fou. Oui, exactement. Parfait. Vos loisirs, passe-temps? Je suis un joueur d'échecs. OK. Alors, ça serait mentir de vous dire que je passe pas minimum 1 heure par jour. Okay. Minimum 1 heure par jour à jouer aux échecs, que ce soit sur Internet ou que ce soit l'étude de partie ou tout simplement là, aller fouiller dans les archives là, des anciens champions du monde. Alors pour moi, c'est quelque chose. Jouer avec les chiens dehors, tu as vu tantôt? Ouais, oui. Alors jouer avec les chiens dehors à la balle, alors ils adorent ça. Tu as pu constater toi-même. Ouais. Ils adorent ça et puis ben, moi, d'une certaine façon, ça me détend. Faire de la lecture, bien sûr. M'assurer aussi je suis beaucoup l'actualité, alors que ce soit locale, nationale ou internationale. Okay. Je suis beaucoup l'actualité. Je trouve ça passionnant. Et en passant, aller toujours vérifier une information, ça prend 2 sources pour confirmer minimum, confirmer l'information que vous lisez. Et surtout, et je vous le dis, c'est bien important, quand vous lisez un article de journal ou un article sur Internet, si vous lisez le titre de l'article, il faut tout lire l'article. Parce que souvent, le titre dit le contraire de ce qu'il y a dans l'article. Alors, c'est important, sinon on reste avec une fausse impression de penser que, et puis on se rend compte plus tard qu'effectivement, l'information qu'on a, elle n'est pas bonne. Donc, petit conseil comme ça, là, vous lisez le titre, il faut lire l'article au complet. Exact. Ou du moins, avant de commenter, il faut lire l'article au complet. Oui, il faut lire l'article, oui. Donc, on reste dans le sujet des loisirs passe-temps. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème pour vous, quel loisir passe-temps feriez-vous? Voyager. Voyager, moi, tantôt, on parlait de ma jeunesse, là. Moi, j'ai fait mon premier voyage à l'international, j'avais 18 ans. OK. Et j'ai toujours, par la suite, voyagé. Alors, je suis allé en Europe à plusieurs reprises, je suis allé en Afrique, je suis allé en Amérique du Sud, je suis allé aux États-Unis. Et pour moi, voyager, je trouve ça tellement important. Oui, pour l'aspect, évidemment, on peut penser touristes ou vacances. Quoiqu'à l'époque, à 20 ans, je voyageais avec le sac à dos et je dormais dans les auberges jeunesse. Et j'invite les gens à le faire. J'ai dormi sous les ponts à l'occasion et sur des bancs de parc à l'occasion aussi. Mais ce que ça permet, lorsqu'on voyage, ça permet vraiment de s'imprégner de d'autres cultures. Et je peux vous dire une chose, mais vraiment, là, lorsqu'on revient, moi je partais 2 mois, 3 mois, et quand on revient chez nous, on se rend compte à quel point au Québec on est bien. C'est fou, là. Moi, je suis allé dans la brousse africaine, je suis allé dans la forêt amazonienne, j'ai fait, comme je disais tantôt, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest. Et puis, je peux vous dire une chose, quand on revient chez nous, on apprécie beaucoup, mais beaucoup le Québec dans lequel on vit. On se rend compte qu'ici, on a un service de santé. Il y a ses défauts, bien sûr, mais c'est quand même des soins universels. On a le droit de parole, on a donc le droit d'expression, la liberté, l'égalité homme-femme. Je nommerai pas de pays, je ne veux pas stresser personne, mais il y a des pays où je suis allé où ceci n'existe pas. Alors, des dictatures, c'est fou, là. Les gens sont, parce qu'ils ont dit un mot de trop, bien, ils peuvent, là, j'exagère pas, là, ils peuvent disparaître. Là. Moi, je suis allé en Égypte, puis à l'époque, c'était Moubarak, donc dictateur connu, qui a fini, qui a fini dramatiquement, là, mais Moubarak, donc, je suis allé au Maroc, à l'époque, en 82, et au Maroc,
C'était un roi, là, je ne sais plus lequel, là, et puis je me rappelle, puis j'ai raconté l'anecdote d'ailleurs en 2018, justement, à votre émission, lorsque vous m'aviez j'avais donné une entrevue. Et on était dans un petit village, j'étais dans un petit village, et le roi s'en venait, il fallait qu'il passe par là. Ils nous ont complètement chassés du village. Ils ont évacué tout le village pour laisser passer le roi. Alors imaginez s'il fallait que des choses comme ça se produisent ici. Alors la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'au Québec, on a une belle démocratie, mais une démocratie, c'est comme un jardin. Il faut l'entretenir. Il faut donc, justement, participer, s'impliquer et essayer, s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, d'essayer de les changer de façon pacifique, bien sûr, en respectant les lois, en respectant les règlements, mais toujours avec l'objectif ultime, justement, de pouvoir faire vivre cette démocratie-là. Et les élections municipales, c'est un bon moment pour ça. Effectivement. Parfait. Une autre question, est-ce que vous avez un artiste ou un auteur préféré? Un artiste, un auteur, moi, je vous dirais qu'au Québec, c'est assez incroyable. Parce que là, je pourrais vous nommer des artistes et auteurs de d'autres pays. Mais au Québec, écoutez, je ne peux pas faire autrement que de vous parler de Lord Durham. Lord Durham, 1840, lorsqu'il est venu, il a été envoyé par Londres ici pour venir voir, essayer de tenter de comprendre qu'est-ce qui est arrivé avec la rébellion. Et rappelez-vous sa fameuse phrase où il a dit « Les Canadiens français sont un peuple sans avenir ». Et aujourd'hui, on rayonne sur la planète dans beaucoup, beaucoup de domaines. Je pense à Céline Dion. Hein, une star internationale, le Cirque du Soleil. Écoutez, bon, c'est peut-être plus ce que c'était, mais ça va se replacer, j'imagine bien. En aérospatial, le Québec est parmi les meilleurs bombardiers qui, bon, bat de l'aile présentement, il va se replacer. Mais ça a quand même été des succès assez incroyables. Qu'on pense à Émile Nelligan. Et là, si vous me parlez d'artistes québécois et de poètes, bon, je pense à Émile Nelligan. Je pense à tous nos artistes de la chanson, auteurs, interprètes. Donc, on a au Québec un large choix de pouvoir, justement, écouter la musique, aller au théâtre. Bref, je pense que Lord Durham s'est trompé, mais drôlement trompé. Et aujourd'hui, on lui a vraiment, aujourd'hui, et à travers les années et les siècles, on lui a démontré, et j'espère qu'il nous entend, que le peuple du Québec est un peuple avec beaucoup de ressources et avec des talents incroyables. Parfait. Une chanson que vous pourriez écouter encore et encore? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'aime beaucoup Beau Dommage. Yep. Bon, c'est mon époque. C'est peut-être un peu moins la vôtre, mais j'aime beaucoup Beau Dommage. Bon, j'aime bien la chanson française, mais évidemment, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup Charles Lebois. C'est probablement l'artiste que... Et il chante encore aujourd'hui, c'est fou, là. Okay. Hein? Ah, c'est fou, il chante encore aujourd'hui et c'est un artiste incroyable. Donc, je peux difficilement faire un choix parce que le choix est tellement vaste, mais chose certaine, on a beaucoup de talent ici. Effectivement. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Une boisson préférée? Parler de 7-Up, Coca-Cola? Ou... très, très vaste, là. Ça peut être l'alcool, comme ça peut être comme boisson préférée, je vous dirais que j'aime bien un bon cappuccino. OK. Si on y va maintenant dans les boissons alcoolisées, j'aime bien un verre de vin, un verre de rouge. Alors, s'il y en a qui veulent, si vous m'invitez chez vous, un verre de vin rouge, j'aime bien aussi. Mais je ne suis pas quelqu'un qui... disons que comment je dirais ça? Je ne suis pas difficile. J'aime bien développer mes goûts. Alors, j'aime bien, par curiosité, essayer plein de trucs parce que je pense que ça nous permet justement d'avoir des points de repère encore plus clairs. Donc, alors, j'aime bien essayer plein de trucs. Alors, mes cappuccinos et vin rouge, ça me convient très bien. Parfait. Selon vous, quel est le meilleur jour du calendrier? Le meilleur jour du calendrier? Bien, je vous dirais que c'est les jours d'anniversaire de mes enfants. Super. Excusez d'être aussi bref, là. Non, mais c'est parfait, c'est facile. Si vous pouviez manger une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Une seule chose pendant un mois? Ça me fait penser au film, un film où le gars, il est pris sur la planète Mars, puis je ne sais plus trop c'est ce qu'il mange, mais il mange ça pendant plus qu'un an, là. Mais bon, j'aime bien le beurre de pinot, mais si je peux prendre deux éléments, je prendrais le pain aussi qui va avec le beurre de pinot. Moi, c'est pas juste le beurre de pinot à la cuillère, effectivement. Donc, vous m'avez dit que vous aimez voyager. Oui. Le plus bel endroit que vous avez visité? Ils sont tous beaux. Ils ont tous leur identité propre. Moi, je suis allé, écoutez, j'ai une trentaine de pays. Okay. Et dans chaque pays, il y a vraiment quelque chose qui leur est propre. C'est magnifique. On a une planète
incroyable. J'ai adoré l'Égypte, le Maroc, le Portugal, la France, écoutez, en Amérique du Sud. Ils ont tous... Il y a toujours quelque chose d'unique dans chacun des pays. Je suis allé, donc il n'y a pas très longtemps, je suis allé au Pérou. Okay. J'étais allé en 1980 au Pérou et je suis retourné 40 ans plus tard au Pérou avec mon épouse. Et c'est à couper le souffle. Vraiment, là, vraiment. Mais de là à dire qu'il y a un pays en particulier qui est plus beau qu'un autre, je vous dirais non. Mais je peux vous dire que je suis allé sur le plateau des Andes. Okay. Et j'étais, pour vrai, là, j'ai été submergé par une émotion incroyable. C'est à 4000 mètres. 4000 mètres ou à peu près, là. Et c'est incroyable. C'est incroyable de voir le paysage qu'il y a là et de voir... vous avez des orages qui se développent devant vous, là, peut-être à 10 km, 15, 20 km, très loin, puis vous voyez ça se développer devant vous. C'est vraiment... C'est toute une émotion. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup... ça m'a chaviré tellement de voir ça. C'est magnifique. Mais le Maroc aussi, c'est magnifique. Oui, l'Égypte, c'est magnifique. L'Afrique de l'Ouest, c'est magnifique partout. Chaque pays a son... Mais c'est encore plus beau, Québec. Oui. Alors, le Québec, on est chanceux, on a 4 saisons. Exact. Alors voilà, on a 4 saisons. C'est pas tous les pays qui ont ça, qui ont cette chance d'avoir 4 saisons. On a des richesses en eau incroyables. On a des forêts magnifiques, des montagnes. On a la vallée du Saint-Laurent. On a le Piémont quand on va à Saint-Didas ou qu'on va donc, on monte vers le nord. Et on a la toundra. Ça, c'est magnifique. Costa Rica, si vous avez la chance, mademoiselle, d'aller au Costa Rica, il faut aller là. C'est magnifique aussi. Alors, c'est beau partout. Mais le Québec, je pense qu'on a la chance ici d'avoir un beau grand pays. Parfait. Puis, si vous restez une journée à vivre, que feriez-vous? Bien, ça va. Bien, j'essaierai de la passer avec ma famille. Première des choses, mais si j'avais juste une journée à vivre, et je le saurais, disons, je le sais qu'il me reste une journée à vivre, bien, je pense que je la passerai avec ma famille, effectivement. Et oui, c'est pas mal ça que je ferais. Parce que j'allais vous dire, peut-être que je prendrais le temps de faire le vide, de méditer pour affronter cela. Mais d'être avec mes proches, ce serait vraiment... C'est une question... ouais, vous avez des bonnes questions. Allez-y. Une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré? Beaucoup de personnes m'ont inspiré. Beaucoup de personnes, entre autres par la lecture. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes aussi dans ma vie, qui ont passé dans ma vie, qui m'ont inspiré beaucoup. Je pense qu'il faut prendre le temps, lorsqu'on rencontre des gens, de voir à quel point ils nous ont apporté. De voir à quel point ces gens-là ont pu nous donner, que ce soit de l'énergie ou qui ont pu nous permettre, à un moment donné, de s'asseoir puis de réfléchir, de prendre un instant là, pour s'arrêter. Alors, je n'aimerais pas personne, mais je pense qu'il faut être capable de donner, mais il faut aussi être capable de recevoir. Et des gens comme ça, là, mon épouse, hein, je vous dirais que... Absolument. Alors, mais c'est ça. Donc, il faut prendre le temps de tirer les leçons des événements de notre passé et plus rapidement on le fera, je pense, et mieux ce sera, parce que des gens extraordinaires, il y en a partout. Exact. Il y en a partout. Puis des fois, ils peuvent inspirer aussi sur certaines années ou quoi que ce soit. C'est dur, effectivement, de dire une personne qui t'inspire particulièrement. Bien, je ne peux pas répondre une personne en particulier, parce que, comme je vous disais tantôt, il y a plein de gens qui ont traversé ma vie, comme tout le monde d'ailleurs. Il y a plein de gens qui ont traversé, qui vont continuer à traverser ta vie. Et ces gens-là, moi j'ai toujours dit, on est rendu combien là? On est 8 milliards là, sur la planète. On est 8 milliards de personnes et il n'y a personne de pareil. C'est quand même assez hallucinant. C'est fou. Donc, moi j'ai quelque chose à aller chercher chez chaque personne parce qu'ils ont quelque chose que je n'ai pas. Alors imaginez, j'ai beaucoup de travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne est unique. Et moi, ça m'amène en tout cas à dire, bien, si chaque personne est unique, chaque personne peut m'apprendre quelque chose. Alors, je le vois comme ça. Et je vous dirais que la vie est belle. La vie est belle. Je retournerai la question de bord. Je vous dirais, qu'est-ce que moi j'ai pu apporter? J'espère en tout cas avoir apporté des choses à certaines personnes. Parce que la vie, elle est belle, mais des fois, elle est difficile. Et puis, il faut savoir être à l'écoute des gens. Il faut savoir, à un moment donné, prendre le temps de s'arrêter, pas pour soi, mais pour l'autre. Et ça, pour moi, c'est très important. Super.
Un film ou une série que vous pourriez, encore une fois, écouter encore ou qui passe à la télé puis que, oups, on l'écoute tout de suite. Je vous dirais que c'est un film de science-fiction interstellaire. Allez voir ça, super bon. Mais c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Maintenant, j'ai beaucoup aimé, là, si on recule très loin dans le temps. À l'époque, j'avais lu le bouquin sur Gandhi. OK. Et vraiment, il faut lire le bouquin sur Gandhi. Il y a Dune qui sort bientôt. Oui. Moi, j'ai lu Dune il y a très, très longtemps. Je devais avoir 18 ans. Et Dune est un bouquin extraordinaire, écrit par un grand philosophe. Alors, c'est vraiment un bouquin extraordinaire. Mais Gandhi, le personnage comme tel, est tout à fait incroyable. Et quand j'ai vu le film, c'est rare ça qu'on dit qu'un film est aussi bon que le livre, mais dans le cas de Gandhi, le film était aussi bon. Moi, en tout cas, selon mon appréciation, le film était aussi bon que le livre, surtout avec les paysages qui nous montrent de l'Inde. Et ça nous permet de découvrir un homme incroyable. Vous savez ce qu'Einstein, Albert Einstein, a dit de Gandhi lorsqu'il est décédé? Albert Einstein a dit « Les générations futures auront peine à croire qu'un tel homme a existé. Et quand on voit des personnages comme ça, plus grands que nature, ben on se dit, ben moi en tout cas personnellement, ça me réconcilie, parce que des fois, ça me réconcilie avec l'humanité. Parce que de voir un personnage comme ça, avoir donné sa vie pour les autres, parce que c'est ça qu'il a fait. Et c'est incroyable. Mais j'ai bien hâte de voir Dune. Je ne sais pas s'il est sorti en français, je n'ai pas suivi. Je sais qu'en anglais, peut-être. Là. En Europe, je crois qu'il est sorti. Oui, exact, je pense. C'est ça, hein? Mais lisez le bouquin. Il faut lire le bouquin Dune. Bien, il y en a plusieurs bouquins, là. Mais disons que les 2-3 premiers, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a des leçons de vie à apprendre là-dedans. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Super. Le premier concert auquel vous avez assisté? Le premier concert, moi, je vous dirais, je dirais pas qu'un concert. J'ai vu Macbeth à l'époque, quand j'étais, puis ça, j'espère que ça se fait encore, mais c'était dans le cadre d'une sortie scolaire. OK. Et ça m'avait vraiment, là, j'avais adoré ça. C'est fou. Je pense que quand tu as la chance, tout petit, ben jeune en tout cas, de voir des pièces de théâtre comme ça, eh bien, ça te marque à jamais et ça te permet, je pense, de continuer justement à aller vers cet univers-là qu'est le théâtre. Alors, côté concert, je vous dirais que j'aime beaucoup le classique. Okay. Ça relaxe. C'est bon des fois de relaxer. Alors, j'aime beaucoup le classique. Alors oui, je suis allé à quelques concerts à ce niveau-là. Mais je prends votre question plutôt à quel genre de spectacle qui vous a le plus frappé. Ce fut pour moi un déclencheur. Okay. J'ai jamais fait de théâtre. J'ai pas une très bonne mémoire. Alors, je pense que ça prend beaucoup de mémoire. Si on ne veut pas faire trop travailler le souffleur. Là. Ouais. Mais bon, j'adore le théâtre. Je trouve ça extraordinaire. C'est un monde où on nous amène dans un monde imaginaire, souvent, qui nous fait rêver. Et on est des fois plusieurs jours avant de s'en remettre. C'est fou, là. Enfin, voilà. Parfait. Quel événement a changé votre vie pour toujours? La rencontre de mon épouse. Parfait. Pour vrai. La rencontre de mon épouse, ça a changé ma vie pour toujours. Et bien évidemment, il y a plein d'événements déclencheurs qui... bon, j'ai 60 ans, donc ça fait beaucoup d'événements quand on recule dans le temps. Puis là, vous me faites reculer loin, là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui font en sorte qu'on prend un chemin plutôt qu'un autre. Exact. Et oui, il y a eu mon épouse, bien sûr, mais la naissance des enfants. Et ça change complètement notre façon de voir le monde, la naissance d'un ou des enfants. Mais sur le plan, je vous dirais, professionnel, j'ai eu la chance on parlait tantôt, si on a rencontré des personnes qui nous ont... et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont vraiment guidé, qui m'ont vraiment permis de prendre le bon chemin, en tout cas, un chemin peut me faire tourner peut-être à droite ou à gauche au moment où j'en avais vraiment besoin. Okay. Alors, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui nous permettent justement de pouvoir faire le meilleur choix possible dans des situations des fois qui sont complexes et difficiles. Parfait. Si vous deviez revivre un moment, donc pas pour le changer, mais vraiment le revivre en tant que spectateur, ça serait quand? Revivre un moment. Oh là là! Je reviens toujours à la famille. Moi, des fois, je rencontre des jeunes parents, puis les enfants, ils ont 3, 4, 5 ans, puis je leur dis, hey, profitez-en, c'est des moments magiques. Et ça passe tellement vite. Les enfants grandissent, et puis bon, ils finissent par quitter le nid familial, et là, c'est autre chose. Mais
un moment en particulier, ça serait vraiment... moi, je le ramène toujours à la famille. C'est les moments, pour moi, qui ont été extraordinaires, autant sur le plan émotionnel, sur le plan de la fierté aussi. Puis de voir qu'aujourd'hui, ils sont rendus grands et puis on est fiers. On est fiers de nos enfants, bien sûr. Tout le monde est... La famille est la base de tout. Exactement. Voilà. Là, c'est ma question bonus. OK. Donc, si votre vie était un film ou un livre, quel serait le titre? Je dirais que ça serait aimer la vie. Aimez la vie, profitez-en, soyez présents. Ne vous laissez pas distraire par des choses superficielles. Allez-y en profondeur et je reviens toujours à la famille. Oui, c'est ça, passer du temps avec vos enfants, avec votre épouse ou votre époux, là, avec les gens que vous aimez. Passez du temps avec eux. Et puis en même temps, on ne peut pas non plus faire abstraction de la situation actuelle. Vous savez, nous sommes la génération, en tout cas moi, de ma génération, nous sommes la génération on va léguer à nos enfants une planète, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va léguer à nos enfants une planète en moins bon état que nous l'avons reçue. Et ça, pour moi, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Il faut absolument qu'on pose les bons gestes rapidement pour corriger cette situation-là. Il est encore possible de le faire. On a les outils, on a la technologie, on a la volonté, je pense bien, d'y arriver. Maintenant, il ne faut pas lésiner sur les moyens, il ne faut pas badiner non plus. Il faut vraiment agir rapidement, penser à ce qu'on, finalement, à l'avenir de nos enfants et des générations futures. C'est quand même pas rien de laisser, malheureusement, une planète dans un moins bon état qu'on l'a reçu de nos parents et que nos parents l'ont reçu. Bon, je pense que la situation, elle est grave. Mais aimer la vie, je pense que aimer la vie, oui, il faut aimer la vie, il faut croquer dedans, il faut avoir des projets, et puis il faut aussi participer aux projets des autres. Et je reviens toujours à la famille. C'est un projet extraordinaire. Alors, oui. C'est bon. Aimer la vie, j'aime bien ça. Super. Ça me semble, ça me colle bien. Parfait. Ça va être ça le titre. OK. Donc, là, on a passé le petit segment portrait du candidat. On va passer au segment politique. Donc, en soi, j'ai une question. Donc, quelles sont les propositions politiques de votre parti? Ah, bien, écoutez, nous, on a fait, à partir de janvier dernier, évidemment, pandémie oblige, on a dû fonctionner par Zoom, entre autres. Et puis, donc, pendant, je vous dirais, de janvier à aujourd'hui, on a colligé plein d'informations, on a eu plein d'échanges avec les citoyens, que ce soit par Zoom, oui, mais aussi lorsqu'on les rencontrait à l'épicerie, dans la rue, ou au téléphone. Donc, on a fait vraiment, je vous dirais, un travail en profondeur et on a écrit un programme. OK. Un programme. Et d'ailleurs, il est disponible. Les gens qui suivent bien la politique ont dû le recevoir par la poste. Sinon, vous m'appelez personnellement, je vais aller vous en porter un. C'est un programme ambitieux. C'est un programme très ambitieux. Je pense qu'il touche à tous les aspects de la vie et nous, on pense qu'on peut le réaliser. On pense qu'on peut le réaliser, mais pas seul. Donc, en fait, je dirais notre philosophie à nous, c'est de remettre le citoyen au cœur de l'action. Moi, j'étais maire de 1999 à 2008, à Lanoraie, pendant 9 ans. Et à l'époque, la première chose que moi, j'ai été élu maire de la campagne. Il y avait 2 municipalités à l'époque. OK, il y avait Lanoraie d'Autré, qui était à la campagne, puis il y avait Saint-Joseph-de-Lanoraie, qui était le village. Et en 1999, j'ai été élu maire de la campagne avec le mandat de voir si on pouvait regrouper les 2 municipalités. Au lendemain de l'élection de 1999, je me rappelle très bien, j'étais avec plusieurs personnes, une quarantaine de personnes, et je leur ai dit, d'ici 1 an, les 2 municipalités seront réunies, seront fusionnées, et tout le monde est parti à rigoler. OK, puis c'est vrai, dans le fond, parce que ça faisait 20 ans qu'on en parlait, pourquoi là, ça se ferait. Et ça a pris 1 mois de plus, ça a pris 1 an et 1 mois. Le 6 décembre 2000, le gouvernement du Québec, par décret, faisait en sorte que les 2 municipalités devenaient une municipalité, devenaient le Grand Lanoraie. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu des élections en mars 2001. Parce que, vu qu'il y avait une nouvelle municipalité créée, il fallait refaire des élections. Et j'ai été réélu avec toute l'équipe au complet. On a été élus, donc, en mars 2001. Et là, je me suis dit, bon, on est une nouvelle municipalité, il y a un travail fou à faire. Parce que là, il y a vraiment un travail fou à faire. Et je me suis dit, comment on pourrait s'assurer que les gens puissent nous alimenter, puissent alimenter notre réflexion à nous. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle un exercice de démocratie participative.
Un exercice de démocratie participative, c'est assez incroyable parce que ce que ça fait, ça remet le citoyen au cœur de l'action. Alors là, les gens ont bien voulu embarquer dans le train, comme je disais à l'époque. Ils ont embarqué dans le train avec nous et il y a eu des comités de citoyens qui ont été mis en place. Il y avait eu le comité de la rue Notre-Dame, il y a eu le comité du parc industriel. On a un des plus beaux parcs industriels de toute la région et c'est grâce à l'implication citoyenne si ce parc-là, aujourd'hui, est ce qu'il est. Je me rappelle très bien, il y avait des bénévoles. Je me rappelle d'un bénévole, entre autres, sur ce comité-là, M. Gilles Tocco, qui a réussi à mettre la fibre optique dans tout le parc et ça bien avant d'autres. On nommera pas d'autres municipalités, on veut pas. Mais bon, mais nous, on l'a fait très rapidement. M. Tocco a fait un travail extraordinaire. On a eu le comité du patrimoine. Okay. Le comité du patrimoine sur lequel il y avait plein de gens qui siégeaient là-dessus, et des gens allumés, là, puis des gens incroyables. Alors, ces gens-là, on réfléchit, on pensait à plein de trucs. Je pense à la promenade. La promenade sur le fleuve à Lanauret, qui est aujourd'hui un bijou incroyable, qui est la fierté de toutes les Lanoroises et tous les Lanorois, eh bien, c'est sorti de l'imaginaire collectif des gens. C'est incroyable. Et c'est vraiment beau comme endroit, il faut le dire. Il y a eu un moment aussi assez incroyable. Nous avions un gros problème d'alimentation en eau potable à Lanauret. Okay. Les gens ne se rappellent pas de... Bien, pas tout le monde s'en rappelle, en tout cas, de cette période-là qui était très difficile, où il n'y avait pas de pression, ou très peu de pression, parce qu'on n'avait pas assez d'eau dans les bassins. Même s'il y avait eu un feu, c'aurait été très grave. Okay. Et on a réussi. Lanauret a été la première municipalité au Québec à obtenir de la Commission de la protection du territoire agricole l'autorisation de mettre des puits en zone agricole. Okay. Ce fut une première au Québec. Et même encore aujourd'hui, lorsqu'il y a des municipalités qui vont cogner à la porte de la Commission pour pouvoir mettre des puits en zone agricole, eh bien, la Commission leur dit « Allez voir comment Lanauret a procédé, puis quand vous aurez fait ce travail-là, revenez nous voir pour regarder votre dossier. Okay. » Alors, c'est une première au Québec, d'avoir des puits en zone agricole avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des périmètres de protection rapprochés et éloignés, donc pour protéger l'aire d'alimentation des puits. Et on a une eau de qualité extraordinaire à Lanauret. Ça, c'est une chose. On a mis en place les étangs aérés. Les étangs aérés, écoutez, ce projet-là a commencé dans les années 80 et puis il n'était pas encore fait à l'époque à Lanauret pour toutes sortes de raisons. Et on était probablement une des dernières municipalités, donc sur la rive nord, rive sud de Montréal à Québec, qui ne l'avait pas. On l'a mis en place avec, évidemment, l'aide du gouvernement. Mais comment il est arrivé? Comment on a réussi à dire au gouvernement, là, c'est assez, il faut le faire? Parce qu'on avait une participation citoyenne incroyable. Alors moi, quand je débarquais pour aller voir les ministres à Québec ou le premier ministre, bien, moi, je leur disais, c'est pas Villeneuve qui vient vous voir, là. C'est la population de Lanauret au complet. Regardez, c'est unanime, il faut faire ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire plein de trucs. Ici au village, vous avez le terrain de tennis. Okay. Il était en face de l'église avant. Il y avait, bon, là, maintenant, on l'a relocalisé à côté de l'école. On voulait, nous, absolument que les sports et loisirs soient à côté de l'école pour que les jeunes puissent faire des sports et loisirs. Donc, que ce soit facile pour eux d'y avoir accès. Même les professeurs peuvent aller avec les jeunes durant les cours de classe, etc., pour aller faire donc des sports. Donc, on a mis la patinoire, okay, inaugurée par nul autre que Guy Lafleur. Quand même, c'est quand même pas mal. Avec Guy Lafleur pour l'inaugurer, on a les terrains de tennis, on a mis en place le chalet loisirs, on a mis en place le skatepark, la piste de BMX. Tout ça, puis là, il y en a plein d'autres. Les péchés mignons, c'est à cette époque-là que ça a été mis en place. Les spectacles du dimanche sur la promenade, c'est à cette époque que ça a été mis en place. Et là, la liste est encore très longue, mais c'est pas Villeneuve, puis c'est pas les élus qui étaient avec moi qui ont fait ça. En fait, moi, je dis souvent, un exercice de démocratie participative, c'est de créer une osmose entre le politique et le social. Alors, c'est vraiment l'investissement des gens à travers tous les comités qu'il y avait. Il y avait 5 comités. Okay. Il y avait 5 comités, puis il y avait, je pense qu'il devait être une centaine de bénévoles. Okay. Et ces gens-là ont réfléchi, ont cogité, et là, ils alimentaient constamment le conseil municipal. Et nous, ce qu'on a fait, en retour, bien, on a tous mis les chiffres, les livres sur la table, pour nous dire aux gens, regardez, il faut absolument que vous ayez tout ce qu'il faut, parce que pourquoi on ne fait pas tel projet versus celui-là? Des fois, c'est d'ordre financier, des fois, il y a des problèmes techniques, etc. Alors, je pense qu'on a été d'une transparence qui, de toute façon, va de soi, parce que lorsque vous êtes un élu municipal, maire ou conseiller, que lorsque vous êtes un élu municipal, vous avez été élu pour, oui, prendre des décisions, oui, gérer la municipalité, mais vous avez aussi un devoir de vous assurer que la transparence, elle est là et que tout est sur la table pour que les gens... En fait, vous avez un devoir de reddition de comptes avec la population. Et je pense qu'on l'a fait, puis je pense qu'on l'a bien fait. Donc, tout ça, nous, on veut le refaire.
On veut le refaire 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, on se dit, wow, Lanoraie a un potentiel incroyable. On a un potentiel fou ici. Chaque municipalité a son potentiel. Mais Lanoraie, on a un potentiel particulier. On pense aux tourbières. Alors, les tourbières de Lanoraie, c'est 35 km². Le territoire de Lanoraie, c'est 100 km. Ça veut dire que vous avez plus du tiers du territoire de Lanoraie qui sont les tourbières. Alors, c'est quand même incroyable. C'est la carte de visite de la municipalité. Et vous savez que le père Marie-Victorin, fondateur du Jardin botanique de Montréal, le père Marie-Victorin, il a été un des premiers à s'intéresser donc à la faune et à la flore, plutôt la flore, des tourbières de Lanoraie. Et il a découvert plein de trucs, des plantes, etc. Et aujourd'hui, je pense que les tourbières ont encore des secrets à nous dévoiler. Et ce qu'on a fait, nous, ça fait partie de notre programme, on a contacté des universitaires, on a contacté des gens du gouvernement du Québec et on veut regarder pour mettre en place, ici même, un centre de recherche sur les tourbières, donc ni plus ni moins un pavillon universitaire. Ça, c'est un élément du programme et on a reçu un accueil incroyable. Les universitaires, eux, écoutez, ils sont tout à fait d'accord, surtout que le gouvernement vient de débloquer des sommes importantes pour permettre justement que les tourbières soient mises en valeur. Pourquoi? Parce qu'une tourbière, c'est un redoutable puits de carbone. Si vous prenez 1 km² de tourbière, 1 km² de boisés, les boisés sont aussi des puits de carbone parce qu'il y a des arbres, des plantes, etc. Mais la tourbière peut aller jusqu'à 10, 12, 15 fois être plus performante en termes de capter le carbone. Parlant de carbone, on veut aussi que la municipalité fasse l'acquisition d'un boisé. Vous savez, ici, à Lanoraie, là, quand vous êtes, disons, vous êtes à l'église, là, puis vous regardez au nord, là, vous avez plus de 15 boisés, qui appartiennent à des propriétaires privés. Et nous, on a lancé l'idée, écoutez, que diriez-vous si la municipalité faisait l'acquisition d'un boisé? Lanoraie se développe. Et puis se développe rapidement. Et c'est bon signe. C'est bon signe parce que si vous ne vous développez pas et vous régressez, ça, c'est un autre problème. OK? Donc, mais ce qu'on veut faire, c'est pourquoi acquérir un boisé? D'abord, pour s'assurer que les gens puissent avoir un endroit où ils peuvent aller. Ils peuvent aller en famille ou individuellement, ils peuvent se déplacer pour aller donc dans un boisé. Et pourquoi qu'on veut que ce soit la municipalité qui en fasse l'acquisition? Parce moi, je pense que ce serait un beau legs pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures. À quoi ressemblera Lanoraie dans 100 ans? Je ne sais pas. Mais si on peut garder un élément de nature à l'état pur, je pense que la municipalité est la mieux placée pour en assurer la pérennité. Et qui va payer ça? On va augmenter vos taxes? Non, c'est pas ça qui va arriver. Il y a à Québec, j'ai été député à l'Assemblée nationale pendant 10 ans, et il y a à Québec ce qu'on appelle le Fonds vert. Et dans le Fonds vert, il y a présentement entre 2 et 3 milliards de dollars. Et ces argents-là servent justement à pouvoir poser des gestes environnementaux. Et le fait d'acquérir un boisé, c'est un puits de carbone, comme je disais tantôt, donc ça colle pile avec le Fonds vert. Alors, je pense que Lavaltrie a eu la chance, à l'époque, d'avoir une subvention pour acheter le boisé du roi, qu'ils ont en plein cœur du village, de la ville, en fait. Eh bien, puis il y a d'autres municipalités aussi, partout dans la Naudière, qui ont acquis des boisés, toujours avec des subventions. Alors, je ne pense pas que ça pose un problème de notre côté non plus. Alors, ça permettrait de faire une halte famille ou une halte pour tout le monde, finalement, avec sentiers pédestres, l'hiver, ski de fond, raquettes. Et donc, je pense que c'est un beau projet. En tout cas, moi, les gens à qui j'en parle, ils trouvent ça très intéressant. Donc, remettre le citoyen au cœur de l'action, ça, c'est pour nous. Donc, remettre les comités en place. Et ça, les comités, c'est ouvert à tout le monde. Les gens qui veulent y siéger, ils siègent. Et de par leur réflexion, ils viennent alimenter le conseil municipal qui, ultimement, bien sûr, prend les décisions, bien sûr. Et quand je parle de démocratie participative, évidemment, on ne dit pas que les gens vont prendre des décisions. Exemple, on engage qui comme déneigeur cette année? C'est pas ça, là. L'idée, c'est que les gens participent à des grandes réflexions sur les grandes orientations de la municipalité pour les 5, pour les 10, les 15 prochaines années. On l'a fait en 2001 jusqu'en 2003. En 2003, on a déposé, suite à cet exercice-là, on a déposé, puis c'est les gens qui l'ont concocté, un plan de développement, un plan directeur de développement. Et 20 ans plus tard, on pense qu'il faut refaire cet exercice-là. Alors, écoutez, j'invite les gens à regarder le programme. C'est vraiment le fruit des consultations qu'on a fait de l'hiver jusqu'à aujourd'hui, avec les discussions. Et là, il y a plein de trucs là, dans ce programme-là là, qui sont à l'ordre du jour. Mais je vous dirais que de s'assurer, puis je sais, je me répète, mais de s'assurer que les gens participent. Vous savez, la démocratie, là, elle vit par l'implication des citoyens.
et elle vit par le débat. Un débat serein, un débat respectueux, un débat d'idées. En Corée du Nord, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que moi, je dis la démocratie, il faut s'en occuper, il faut y faire attention. C'est un legs. Vous savez, nos aïeux, là, nos grands-parents, arrière-grands-parents, là, ils sont morts pour la démocratie. Il y en a qui sont morts pour la démocratie. Il y en a qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir cette démocratie-là bien vivante ici au Québec. Et je pense qu'on a le devoir de préserver cela. Et voilà. Je pourrais vous en parler longtemps encore parce que, je vous le dis, le programme, il est vraiment beau. Et je donne un exemple rapidement du programme. Vous savez, la pandémie a été très difficile. Oui. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'était très difficile. Mais elle était particulièrement difficile pour nos jeunes. Et moi, je me rappelle, en 2001, lorsque j'étais maire, j'avais signé la première entente avec les travailleurs de rue de Lavaltrie pour qu'ils interviennent sur le territoire à Lanoraie. Nous les avons rencontrés cette semaine à nouveau. Et on a discuté longuement avec eux. Et ce qu'eux nous disent, c'est que présentement, il y a un grand besoin pour soutenir nos jeunes. Alors moi, je vous le dis, là, au lendemain du 7 novembre, pas le lendemain, le 8 novembre, nous allons immédiatement entrer en contact avec les travailleurs de rue de Lavaltrie pour négocier une bonification des interventions qui se font sur le territoire. On parle de doubler finalement. Présentement, il y en a un. Un ou une, ça dépend, là. Mais présentement, il y a seulement une ressource. Et eux, ce qu'ils nous disent, c'est pas nous, on ne l'a pas inventé, ils nous disent que le besoin est grand, mais ils n'ont pas suffisamment de personnel. Alors nous, on va doubler, donc on va s'assurer qu'il y a une deuxième ressource qui vienne ici, à Lanoraie, pour soutenir nos jeunes. Ça, c'est un geste qu'on va poser dès le lendemain de l'élection. Moi, j'y tiens beaucoup. On va poser d'autres gestes aussi le lendemain de l'élection. On va réunir ceux qui voudront y être. On va réunir tous les responsables des organismes communautaires. Il y avait une table, moi j'avais mis une table à l'époque en 2003, une table des organismes communautaires où les gens pouvaient échanger entre eux, apprendre à se connaître, puis parfois partager des ressources. Puis en plus, quand un organisme communautaire décide de faire une activité, bien, si on met un calendrier des activités en place, ça évite que 3 organismes le même soir fassent une activité, vous comprenez? Et donc, on va remettre une table des organismes communautaires en place, et ce sera même une table, entre guillemets, élargie, où tous les organismes communautaires qui interviennent sur le territoire de Lanoraie puissent aussi y siéger. Je pense à la Truelle, ça s'appelle comme ça, le travailleur de rue à Lavaltrie, là. Je pense à eux, il y a un organisme qui vient en soutien aux femmes. Alors, vu qu'ils interviennent sur notre territoire, je pense au CABA, donc le Centre d'action bénévole d'Autrey, qui intervient sur le territoire. Alors, on veut faire une table élargie, asseoir tout le monde autour de la table. Ça, c'est certain qu'au lendemain du 7 novembre, ça aussi, on va immédiatement démarrer cette approche-là. On trouve ça important. C'est vraiment, ils font partie du tissu social, et c'est ça qui fait que tout se tient, si je peux dire ça ainsi. On va aussi mettre en place une table de sécurité routière. En fait, une table de sécurité publique et volet sécurité routière. On aura autour de cette table-là un expert de la SQ, on aura un expert en sécurité routière du MTQ, et on veut que les citoyens soient sur cette table-là aussi. On veut que les citoyens participent. Et on veut donner un mandat, on va donner un mandat à cette table-là. Son mandat, ça va être de nous préparer un projet de plan d'action sur la sécurité routière à Lanoraie. Il ne faut pas agir à la pièce. On pose un geste à gauche, un geste à droite, puis des fois, on vient nuire au geste qu'on a posé à gauche versus celui à droite. Il faut qu'on puisse avoir une idée d'ensemble de toute la situation de la sécurité routière à Lanoraie. À cette table, on va avoir un siège pour les jeunes. On veut un siège, on veut donner un siège, on veut donner la parole à un ou des jeunes qui puissent venir nous parler de leur réalité. Vous savez, il y a des motocross, il y a des 4 roues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement que tout ça se fasse dans le respect des uns et des autres et en toute sécurité? Donc, une table de sécurité routière. Et son mandat, comme pour revenir à son mandat, nous, le mandat qu'on va leur donner, c'est, vous avez jusqu'au mois de mars pour nous déposer un plan d'action. Le plan d'action, lorsque nous le recevrons au conseil municipal, nous allons le retourner à la population pour avoir leur avis, ils vont avoir les idées aussi, puis regarder comment on peut réussir tous ensemble à se donner un plan qui ne sera pas un plan sur le court terme. Ça va être un plan sur le court, moyen et long terme. On veut vraiment que la dynamique change. Et pour ça, on veut aussi... Je donne un exemple. Quand vous allez à Saint-Norbert, vous essayerez de passer en haut de 30 km/h, vous, devant l'église. Vous n'y arriverez pas. Comment ils ont fait ça? Bien, ils ont eu
ils ont posé une action sur le court, moyen et long terme. Vous allez à Saint-Sulpice, au cœur du village, vous essayerez de passer en haut de 50 km/h à Saint-Sulpice. Je vous garantis, vous allez avoir un billet de circulation. Comment ils ont fait ça? Parce qu'ils ont mis le temps, ils ont mis les ressources, il y avait une volonté politique d'y arriver, et ils se sont assurés qu'il y avait une constance dans l'action. Alors, c'est un peu ça qu'on veut arriver à faire. On veut s'assurer qu'on va avoir une constance dans l'action. Et je pense que la sécurité routière, ça touche tout le monde, hein, autant les enfants que les adultes. Et je pense qu'il y a un travail à faire là et nous, on va le faire. Donc, on a plein de trucs, on a plein de projets, mais on ne veut pas les faire seuls, en catimini ou seuls dans notre coin. Les séances du conseil municipal. Les séances du conseil municipal, on va changer la façon de faire. Okay. On va changer la façon de faire. Moi, ce que je faisais lorsque j'étais maire, je lisais la résolution. Bon, on était en séance du conseil, OK? Et là, j'avais une résolution. Donc, je lisais la résolution, je l'expliquais. Et avant de la voter, je demandais aux gens dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Okay. Avez-vous des questions sur cette résolution-là? Et oui, les gens avaient des questions, bien sûr. On répondait. Et quand les gens nous posaient une question, on n'avait pas la réponse, bien, on disait, puis c'était une bonne question, c'est toujours des bonnes questions. Bien là, on disait, oui, si on n'a pas pensé à ça, il n'y a pas d'urgence, on la votera le mois prochain, on va prendre votre nom, votre numéro de téléphone, on va regarder la question que vous nous amenez, on va essayer d'y répondre et on va vous recontacter. Puis là, pour le moment, on la tasse parce qu'on n'a pas pensé à ça. Okay. Et ça, là, c'est arrivé peut-être 10 fois en 9 ans que j'étais maire où on a dû tasser une résolution, dire on va attendre. Mais c'est important parce que ça leur appartient. C'est à eux, c'est aux citoyens. Et nous, les élus, on est là pour travailler avec les gens et avec tout le monde. Mais avec tout le monde, sans exception. Alors, on va changer la façon de faire, comment ça se déroule au conseil municipal de cette façon-là. On va, tous les comptes payés et à payer, ils vont être disponibles. Une séance du conseil municipal, là, pour les élus, c'est une reddition de comptes. Hein? C'est vraiment une reddition de comptes où on a devant la population une obligation de transparence. On va mettre en place des tableaux de bord. Okay. Tableau de bord sur Internet. Alors, exemple, vous avez un projet qui est un projet. Il n'est pas démarré. Okay? Alors, on va expliquer le projet aux gens. On va recevoir les commentaires. Hein, comment vous trouvez ça? Une bonne idée? Bon, si le projet va de l'avant, à ce moment-là, toutes les étapes vont pouvoir être suivies en direct sur le tableau de bord sur Internet. Donc, exemple, le projet démarre. C'est un montant de X $. Le projet, exemple, c'est un projet de 50 000 $. Et voici comment la répartition des sommes devrait se faire dans le temps. Et là, à chaque étape, il va y avoir une mise à jour sur le tableau de bord pour expliquer où on est rendu. Et les gens pourront en tout temps questionner et pouvoir. Je donne un autre exemple. Je trouve ça important parce qu'il faut le dire. Tous les règlements, projets de règlement. Bon, on sait qu'une municipalité vote des règlements. Oui. Hein, ça fait partie de ses prérogatives. Bon, vote des règlements. Nous, on veut, avant qu'un règlement soit voté, on veut vraiment que les gens sachent qu'on va voter un règlement. Alors, si c'est un règlement qui touche un secteur, les gens seront avisés. Ils recevront une lettre par la poste pour leur dire, regardez, il y a un projet de règlement qui s'en vient, ça touche tel sujet. Voulez-vous intervenir? Oui, parfait, il va y avoir une soirée de rencontre pour le faire. C'est déjà prévu, ça, dans la loi. Qu'on doit faire mais nous, on va en faire une de plus. Avant de se lancer, on va l'expliquer aux gens, les gens vont venir nous rencontrer, on va en discuter, puis si ça va bien, puis si on est d'accord, bien là, il y aura une autre séance officielle du conseil pour justement pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là. On veut s'assurer que les gens soient au courant de ce qui s'en vient. Puis c'est sûr que ça va demander de l'énergie, ça va demander, mais ce que ça prend surtout, c'est une volonté politique de le faire, et puis ça va permettre aux gens de ne jamais se retrouver devant un fait. Où là, reculer n'est pas une option. C'est difficile de reculer parce qu'il y a eu plein de trucs qui ont été changés, plein d'investissements qui ont été faits. On veut s'assurer que les gens sachent vers où le conseil veut aller. Et ça, pour nous, c'est une importance capitale. Donc, transparence, c'est transparence. Remettre le citoyen au cœur de l'action, c'est ce à quoi nous vous convions. Donc, avec Équipe Villeneuve, bien sûr, nous, on veut vraiment que les gens participent de plein pied à cette belle démocratie qui est la nôtre. Voilà.